Jean Selle, jeune directeur de l'école laïque supérieure de la Côte-Saint-André, partage avec sa famille sa passion pour les arts. Il crée le musée Berlioz pour honorer le célèbre musicien enfant du pays. Passionné et tolérant, peintre lui-même, il apprécie Yongkin. Il devient son ami, peint en sa compagnie et apprécie ses conseils de 1882 à 1890. Par un rapide croquis, Jean Selle, 4 ans après la mort de Yongkin, le fait revivre avec nostalgie, l'imaginant peignant dans son atelier avec Joséphine et de bons amis. Lors des funérailles de Yongkin à la Côte-Saint-André le 11 février 1891, il publie dans le journal régional Le Gratin l'émouvant hommage posthume que voici. Le corbillard est arrêté à l'esplanade. Au moment où j'arrive, on dispose des couronnes. Une aux vives couleurs françaises éclate sur tout ce noir. La foule est assez grande pour un beau jour de semaine. Pas de bourgeois, mais des paysans et des ouvriers, qui tous connaissaient bien Yongkin, car il était familier et arrêtait volontiers les gens croisant son chemin pour leur causer de leurs petites affaires. Eux le jugeaient un peu toqué, comme tous les artistes, mais bien bonhomme. D'imaginer qu'il ait eu quelques talents, quoique chacun l'ait rencontré 100 fois, l'album à la main, assis sur son pliant, dans tous les sentiers des environs depuis 12 ans qu'il habite ici, pas un ne l'a jamais fait. Seulement là-bas, Berlioz sourit de son piédestal. Yongkin était protestant. Le ministre de Vienne accompagne le corps et les assistants semblent très curieux d'une cérémonie rare dans ce pays catholique. Mais nous sommes bien peu, tandis que le petit enterrement va au cimetière, en troupeau comme à l'ordinaire, à songer à la pitoyable existence du grand artiste. Que de déboires dans sa vie, et comme ces confidences qui me reviennent me font mal. C'est sur la route des Crozes. Je l'entends encore me dire la misère de ses débuts à Paris, en jeu aux railleries des rapins, qu'égayait ses allures étrangères et sa langue hollando-française, si pittoresque pourtant, et aussi parfois si éloquente en sa bizarrerie. Ses études chez Isabey et dans l'atelier de Picot, ses maladies de jeune homme, isolé, en proie à tous les besoins, sa détresse quand la pension que lui faisait le roi de Hollande fut supprimée et que, se voyant abandonné, il se crut persécuté, accusé de conspiration, surveillé par la police. Ses ennuis avec les marchands de tableaux, qu'il exploitait indignement, qu'il exploitèrent pendant toute sa vie, payant d'un morceau de pain d'étoiles qui se sont vendus au poids de l'or à l'hôtel Drouot, 30 ans après, achetés par des artistes. Ah, avec quelle ironie amère il en parle, de ces misérables qui abusaient de sa pauvreté, et tout en lui donnant 100 sous d'un chef-d'œuvre ajoutait « Et si j'étais Yongkin, je voudrais avoir un équipage et des valets. » Il est resté bon pourtant, et généreux, et quand il s'interrompt, c'est pour s'attendrir sur un mouton familier qui partout l'accompagne. Il me dit « Regarde ce joli petit bête. » Tout cela me revient derrière son cercueil. On arrive au chemin creux qui conduit au cimetière, et en passant sous la maison de Yongkin, je songe à un tableau qu'il a peint, l'un des derniers peut-être, un enterrement de pauvre, vu de là-haut, de sa fenêtre. Hélas, à sa fenêtre, où tout le monde regarde, c'est une vieille femme à cheveux blancs qui se désole, et dont on voit remuer les lèvres, parlant au cher mort qui s'en va. C'est Madame Fesser, une Hollandaise du même village, qui garda plus de 30 ans Yongkin ainsi qu'on garde un enfant, et que Yongkin aimait comme une sœur. Au cimetière, le ministre protestant a choisi pour entretien les paroles de Jésus aux Juifs curieux qui lui demandent s'ils seront nombreux dans la demeure du Père. Auquel il répond que la porte de la demeure est une porte étroite. Il parle lentement,
avec un léger accent du midi, faisant des sautes de voix brusques de l'octave aiguë au son grave. Du reste, pas un mot de Jonquine, qu'il ne connaissait pas, qu'il n'a jamais vu. Au retour, des gens disent « Il parle mieux que notre curé ». C'est toute l'oraison funèbre du grand artiste. Moi, je retourne par la pensée à nos causeries anciennes. Il me parle de son art, une chose difficile qui fait suer du sang. Il dit qu'il commence seulement à savoir peindre, à voir la nature, et je ne pense pas qu'il ait, en effet, de meilleures aquarelles que celles peintes ici dans notre Dauphiné et qui lui donnent droit de citer au gratin. Il parle aussi, mais peu facilement, des grands artistes qu'il a fréquentés, d'Isabey, son vénéré maître, de Corot, un paysan comme lui, qu'il estimait beaucoup, de Diaz, d'autres encore. Il les admire sans envie, se sentant de leur famille, quoique les honneurs l'aient oublié. Il ne critique jamais d'ailleurs. Des médiocres même, il dit qu'il y a du bon. Puis, je me rappelle le bonheur que j'eus à feuilleter ces albums où Jonquine aura laissé le meilleur de son œuvre en ces dernières années. Je les feuilletais un soir pour la première fois, et cela remplit ma nuit de visions intenses. Jamais on n'a rendu avec plus de force la vie de la nature. Il y a des ciels pleins de colère, où l'on entend gronder la foudre, et des ciels pleins de bonté et de poésie, encore baignés de la rosée du matin, ou magnifiquement diaprés par les jeux du soleil couchant au milieu des nuages. Il y a des arbres verts, forts, luxuriants, poussant dans l'air leur frondaison puissante, et les arbres phtisiques des boulevards parisiens qui tendent leurs bras suppliants. Il y a des coins de campagne charmants, d'abord quand la nature s'éveille au premier groseillier des haies, plus tard quand elle se chauffe au grand soleil qui dore les moissons dans la plaine immense, plus tard encore quand la vigne des coteaux teint ses feuilles de carmin et que les cerisiers flambent comme des torches au bord des chemins creux. Il y a pour les heures tristes des effets divers pénétrants, où l'on rentre en soi pour psychologuer un peu à la façon des héros de Paul Bourget. Mais pas bien longtemps, car voyez ce soleil qui se lève sur la neige comme un sourire. Jonquine est un fort, lui pour qui la vie fut si amère, et sa peinture âpre est vaillante, saine, sans mièvrerie. Et encore, dans les pages feuilletées, des rues pleines de mouvement, des rues où grouille le Paris pittoresque des vieux quartiers avec les grandes affiches murales multicolores, des rues désertes et sinistres, aux boulevards extérieurs, sous un ciel de misère, où les maisons isolées éveillent à la fois des idées de crime et de police. Puis les bonnes vieilles rues de la côte, où les maisons se penchent, 100 pages peut-être où pointe toujours la silhouette du vieux clocher, puis des environs de Grenoble, ou de Grenoble même, des aquarelles achevées, lumineuses, qui seraient l'orgueil du musée. Et encore des moulins de Hollande, des patineurs, ses premiers succès, des navires qui entrent au port, voiles déployés, à Anvers, à Honfleur, à Marseille. Et c'est, avec les ciels, un des plus grands charmes de Jonquine. Ces eaux transparentes ou opaques, calmes ou agitées, toujours fluides, mouillantes, et encore des paysages du Nivernais, des paysages de notre Dauphiné qu'il aimait et qu'il trouvait beaux. Et dans tout cela, une évocation de l'âme des choses, qui les rend plus vivantes que dans la vie même, avec une perspective qui s'en va, profonde, infinie. C'est une des habiletés du talent de Jonquine, cette perspective qu'un mathématicien pourrait dire outrée, et qui lui permet de nous ouvrir des horizons immenses en quelques coups de crayon. Parfois, sans rien au premier plan, on voit la plaine s'étendre là-bas, jusqu'aux montagnes bleuâtres. La touche est rude, grossière, volontairement imparfaite. Elle ne plaira jamais aux amateurs bourgeois, ni aux artistes à prétention. Il faut être initié à la cuisine de l'art pour comprendre que les observations les plus minutieuses et les plus patientes ont préparé tout ce désordre, exécuté avec des manches de pinceau sur des papiers quelconques. Et qui supposerait que l'artiste, capable d'évoquer la poésie d'un tas de pierres au bord d'un chemin,
mis tant de soin à choisir sa place dans le paysage à peindre. Pourtant, un des mots bien drôles de Jonquille me revient. Et je le cite parce qu'il n'avait rien de grossier dans son jargon. « Sais-tu, boudin, tu fais mal, tu te poses au hasard, comme un mouche sur un merde. » Les derniers jours de Jonquille furent tristes. La fêlure au cerveau contractée au temps sombre de sa jeunesse parisienne et que Goncourt signale dans son journal s'était agrandie. Plus fréquemment, il s'interrompait au milieu d'un discours pour se plaindre de maux imaginaires. Ce n'étaient plus seulement des espions et des traîtres qu'il voyait dans les passants indifférents, mais des assassins à ses trousses. On voulait le tuer, on voulait le guillotiner comme Louis XVI. Toute la nuit, la guillotine avait fonctionné dans la chambre voisine, et cran, cran, on en avait coupé des têtes. Maintenant, il dort dans le cimetière de la côte Saint-André, si loin de sa Hollande. Celle qui fut la compagne de sa vie lui a acheté une concession perpétuelle, pour qu'il ne soit pas dérangé. Elle y fera planter un tilleul dont les sucs sont calmants et doux. Et quand par hasard son nom sera prononcé chez nos paysans, il évoquera l'image d'un grand bonhomme aux yeux bleus et bons, qui allait dans les chemins, son pliant sous le bras, en pauvre diable avec un chapeau de feutre gris, les souliers éculés et la chemise ouverte, qui parlait familièrement à tous et, bâti pour vivre 100 ans, se disait toujours malade, qui marchait tout joyeux derrière le cortège officiel au 14 juillet, chantonnant notre Marseillaise en hollandais et à chaque occasion se mêlait joyeusement au populaire dans nos fêtes publiques.